Voilà, je suis heureux, enfin, nous sommes heureux de vous accueillir à l'UPFR des sports. J'ai pas préparé grand-chose, puis de toute façon, je pense que j'ai pas le talent pour slammer ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc je vais le faire soft et cool. Je voudrais simplement commencer par me retourner vers Madame S. Je suis pas sûr qu'elle m'ait reconnu. Voilà. Si je lui dis Brabois 95, 96, 97, le CHU, des tests d'effort en fauteuil roulant, c'était moi le tortionnaire. Voilà. Puisque j'ai fait ma thèse à l'INSERM à Brabois sur des tests d'évaluation de la capacité physique des personnes en fauteuil roulant, et j'ai eu la chance d'avoir des sportifs de haut niveau, dont Madame S, et que je remercie, puisque si je suis ici, c'est en partie grâce à elle, puisque m'a fourni beaucoup d'énergie pour réaliser ce travail. C'est une petite parenthèse, mais je voulais la remercier si vous ne m'en voulez pas. Donc, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui, puisque c'est l'ouverture, la première, je dirais, de cette collaboration que nous avons avec le Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté. Nous avons travaillé sur cette collaboration depuis une bonne année, je pense. Voilà. Et c'est l'aboutissement de ce travail collectif qui a mis un petit peu de temps, mais qui est très important parce que je vais parler du côté de l'université, et puis je pense que Jean-François parlera du côté, lui, du Conseil économique social. C'est important pour l'université, plus particulièrement pour la composante de l'université qui est le sport, anciennement les STAPS, alors c'était quelque chose qui était imprononçable, je me retourne vers Joël Mamet, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Maintenant, on a changé de nom, on s'appelle U-Sport, U pour unité, mais aussi université, et sport, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, on a souhaité ouvrir, et comme on a l'habitude de le faire depuis de nombreuses années, des cycles de conférences et des collaborations avec l'environnement de l'université. Et qui mieux que le Conseil économique, social et environnemental peut représenter cette ouverture. Le sport, si j'osais le dire de façon triviale, est toujours mis à toutes les sauces. C'est-à-dire que, on parle du sport dans la santé, on parle du sport comme outil d'intégration, on parle du sport comme outil de socialisation, comme le sport pour l'éducation, etc., etc. Donc le sport, je dirais, est aussi transversal, et c'est pour ça qu'on a trouvé très rapidement des thèmes qui pouvaient relier le travail que peut faire le Conseil économique et social et nos thèmes que nous développons ici avec nos différentes filières. Donc, j'en dirai pas plus, sinon que je suis très heureux de vous accueillir. Je vais vous souhaiter une bonne conférence et puis je vais laisser la parole à Jean-François Robert. Merci. Bon, je savais qu'il ne serait pas court. Non, je plaisante. Écoute, je le connais depuis longtemps, tu ne vas pas dire que je ne te connais pas et qu'on ne se connaît pas. Pour ceux qui ne me connaissaient pas dans une vie antérieure, je suis quand même un des anciens présidents de l'Université de Franche-Comté. Donc ceci explique pourquoi c'est un grand plaisir que je me retrouve devant vous, avec vous et à vos côtés pour inaugurer cette coopération étroite qui a mis du temps, mais c'est vrai qu'il était nécessaire de bien se cadrer, puis de choisir les bons intervenants, et je crois que nous avons tapé pile poil. Voilà, si je peux dire ça. Donc, ces entretiens croisés sont nés d'une idée de se rapprocher de la jeunesse, mais je vois qu'il n'y a pas que la jeunesse qui est là, c'est très bien, pour essayer de trouver un fil conducteur que nous aimons beaucoup au Césaire,
c'est-à-dire regarder ce qui peut aider les jeunes qui, comme ce sera dit tout à l'heure, ont besoin d'un soutien. Et puis, je vous annonce dès maintenant que ce n'est pas un pétard qui va arriver comme ça puis qui va s'arrêter. Nous souhaitons poursuivre l'aventure avec l'UPFR Sport. Voilà. Alors, je pense toujours à ma mère, oui, qui expliquait à chaque fois que STAP, ça voulait dire ce que tu as dit. Et donc, je peux vous annoncer déjà qu'il y aura une suite le 4 avril, donc c'est-à-dire dans un mois, pratiquement, avec la venue de Jean-Paul Delevoye, qui n'est autre que le président du Conseil économique, social et environnemental de la République. Alors peut-être qu'il fera un solo, à moins que d'ici là, on essaie de trouver un partenaire sportif, quoique, comme on le disait tout à l'heure, chère madame, vu sa carrure, je pense qu'il a dû en pratiquer quelques-uns, alors lesquels, je ne sais pas, si c'est le sport, si c'est la troisième ligne de rugby, ou tout autre. Voilà, simplement, je m'arrête là. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je donne la parole au Monsieur Loyal. Merci, Monsieur le Président. Le laboratoire C3S, Culture, Sport, Santé, Société, est évidemment très heureux d'être associé à cette belle manifestation. Alors, je souhaiterais, si vous le permettez, présenter brièvement nos deux invités de ces premières rencontres. Merci à elles, tout d'abord, d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Nous sommes tous très sensibles, très honorés par leur présence. Alors, Mme Costa-Lascou est juriste et psychosociologue, directrice honoraire au CNRS, associée au CEVIPOF, au Centre d'études de la vie politique française Sciences Po Paris. Elle a été, entre autres, membre du Haut Conseil à la population et à la famille, de la commission Stasi sur l'application du principe de laïcité dans la République, de la commission Tello sur l'avenir de l'école. Elle est l'auteur de très nombreux ouvrages. Elle siège notamment, je ferai bref, à la Commission française pour l'UNESCO. Elle a également dirigé, dans le cadre du Haut Conseil à l'intégration, l'Observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration, et elle reste fortement investie dans les questions d'enseignement au sein de la Fédération nationale des écoles des parents et éducateurs ou de la Ligue de l'enseignement. Alors, parmi ces contributions les plus en rapport avec notre thématique d'aujourd'hui, je signalerai un ouvrage majeur, Les 3 âges de la laïcité, publié en 1996, un autre travail sur la laïcité à l'école, en collaboration avec Jean-Louis Auduc, un principe, une éthique, une pédagogie, et puis un ouvrage de 2008 aux éditions de l'Atelier, L'humiliation, sous-titre, et ce sera certainement repris par Jacqueline dans sa conférence, Les jeunes dans la crise politique. C'est dire si, à travers son exposé, on va réfléchir sur les valeurs, les représentations de cette jeunesse, par rapport à la socialisation, par rapport à l'intégration, mais aussi eu égard au risque, à la vulnérabilité, à la précarité, à la dépendance et à la paupérisation, il faut bien le dire aussi. Concernant Béatrice, originaire de Ribeauvillé, nous avons avec nous l'athlète la plus médaillée du sport français. Son palmarès en natation, papillon, dos, nage libre, 4 nages sur 50, 100 et 200 mètres, est tout simplement exceptionnel. Juge des gens, 20 médailles d'or aux Jeux paralympiques entre 1984 et 2004, 7 médailles d'or, 1 d'argent, 3 de bronze au championnat du monde, 20 médailles d'or, 3 d'argent, 1 de bronze au championnat d'Europe. Je ne parle pas du championnat de France, parce que là, nous allons dépasser encore les records des records. Et Madame S, qui a porté les couleurs du club de Célestat, est toujours détentrice de records du monde dans sa catégorie S4. Je crois 6 encore, sont toujours, ou 5. Il y en a qui sont partis à Londres. Mais en tout cas, vous voyez qu'elle a fière allure encore à travers ses records. Mais elle est également membre de très nombreuses institutions, en particulier de la Commission nationale des activités physiques et sportives, de l'Académie des sports du Comité olympique français, de la Commission Femmes et Sports du CIO. Elle siège en outre au Conseil économique et social d'Alsace, en qualité de personne qualifiée. Elle est officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, médaille d'or de la Justice des sports. Elle est aussi vice-présidente de la Fédération nationale handisport. Et je pense que dans son témoignage, on va aborder le handicap à partir de notions importantes pour la jeunesse, l'engagement, l'insertion, l'exemplarité, à travers le sport de haut niveau,
où la passion, on en parlait tout à l'heure, la liberté, la curiosité vont pouvoir s'exprimer à travers des rencontres, à travers l'interculturel. Il a été convenu que, par tirage au sort, la parole soit d'abord donnée à Mme Costalescu. Elle aura 45 minutes, si elle le veut bien. Ensuite, Mme S prendra le relais pour un témoignage, une bonne trentaine de minutes. Et ensuite, il y aura une discussion, des échanges, bien sûr, avec la salle. Et on essaiera de terminer, pour des raisons pratiques, vers les 20 heures. Et vous verrez que ces interventions sont tout à fait complémentaires, abordant la problématique à travers le sport pour l'une, à travers les travaux sur la jeunesse, de cette jeunesse, de manière académique et à travers de beaux témoignages. Alors, sans plus attendre, je passe bien sûr la parole à notre première intervenante, Madame Jacqueline Costalescu. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Monsieur le Président, et vous tous en vos grades et qualités, parce que sinon je... Bon. Et merci Gilles de cette présentation et de cette organisation. J'aimerais dire à quel point je suis heureuse de me retrouver dans cet amphithéâtre à l'Université de Franche-Comté avec une telle initiative rare, j'en connais pas trop, justement comme ça, entre le Conseil économique et social et environnemental et l'université. Et d'autre part, j'aimerais dire à quel point je suis honorée et vraiment heureuse, émue d'être à côté de vous. Voilà. Alors, beaucoup de personnes ont dû être étonnées en disant « Qu'est-ce que c'est que ça, Grand corps malade ?» D'ailleurs, je crois que ça a étonné quand j'ai proposé le titre. Bon, il se trouve que j'ai connu le slammer Grand Corps Malade il y a plusieurs années en Seine-Saint-Denis quand il commençait. Et que d'autre part, je trouve que son histoire va être au fond tout à fait emblématique de plein de choses que l'on pourrait dire sur les jeunes actuellement, y compris dans le fait qu'aujourd'hui, il est un peu moins de succès auprès des jeunes, et je dirai pourquoi. Alors, Grand Corps Malade, c'est le nom de scène d'un auteur et d'un slammer né en Seine-Saint-Denis, et qui a réussi à rendre le slam populaire dans des milieux extrêmement divers. Vous savez que le slam est né à Chicago au début des années 80. En France, c'est venu un peu plus tardivement. Le slam, vous savez, c'est dire un poème, un texte, mais le dire, surtout pas le chanter, avec la musique en arrière-fond. Or, très tôt, ce grand garçon, vous allez comprendre que c'est lié au sport qu'il a fait, a pratiqué le sport, ça a été une vraie passion, et il a été un basketteur tout à fait talentueux. Il mesure plus d'1,95 m. Et en tant que basketteur, il voulait aussi en faire son métier, mais en faisant alors la formation STAPS. J'y vais, j'essaie. Donc, ce qu'il a fait. Et à 20 ans, alors qu'il était animateur d'une colonie de vacances, car il a toujours été très proche des jeunes, il a fait un plongeon dans la piscine. Il n'y avait pas assez d'eau. Et donc, il a déplacé, il a eu beaucoup de vertèbres déplacées, des vertèbres abîmées, et le diagnostic a été paralysie à vie. Avec beaucoup de courage, et encore aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il ne tient pas toujours très bien sur ses jambes. Ça a été plus d'1 an de souffrance, de rééducation, pour arriver à commencer à tenir debout. Alors, il s'est dit qu'il ne pouvait évidemment plus être basketteur, mais il a choisi de préparer le diplôme spécialisé de management sportif. Il a été comme ça pendant 5 ans au Stade de France, en tant que manager sportif, mais parallèlement, il écrivait. Et c'est comme ça qu'il a pris le nom de Grand Corps Malade, et comme il dit, en hommage à un peuple qu'il admire, les Sioux, puisque chez les Sioux, on peut être le bel arbre de la forêt, ou le soleil qui brille, ou Grand Corps Malade. Et c'est toute son histoire
Et il a commencé à ce moment-là sa carrière de slameur. Il a fondé le Cercle des poètes avec 7 slameurs en Seine-Saint-Denis. Il connaîtra assez vite la notoriété. Charles Aznavour va être son parrain. Et avec cette phrase assez extraordinaire, « Moi aussi, j'en ai beaucoup bavé dans ma vie ». Donc, on est bien dans le sujet de ceux qui ont vaincu quelque chose. Alors, il a écrit un livre. Il anime toujours des ateliers d'écriture avec des jeunes en Seine-Saint-Denis. Il a d'ailleurs été, et c'est des jeunes qui lui ont donné l'idée, auteur de la chanson que vous connaissez peut-être, Roméo kiffe Juliette. Et sa dernière chanson, c'est Inch'Allah. Alors, malgré son attachement à la Seine-Saint-Denis, Grand Corps Malade est aujourd'hui classé par les jeunes, on a fait des enquêtes, dans la catégorie des intellos. C'est-à-dire, c'est presque une injure pour les jeunes de banlieue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a beaucoup de succès chez les bobos, chez les adultes, etc. On lui reconnaît beaucoup de talent, mais les jeunes l'aiment moins. Et là, je vais vous citer une phrase qui va nous mettre directement dans le sujet. J'ai essayé de comprendre pourquoi, y compris en Seine-Saint-Denis, parce que c'est son lieu, des jeunes l'écoutaient moins. Voilà ce que dira l'un des jeunes avec qui j'ai travaillé. Ça me gonfle. C'est comme s'il nous donnait des leçons. Il s'en est sorti, tant mieux pour lui. Ça n'est pas mon histoire. Alors vous l'avez compris, c'est pas parce que j'aime le slam, et j'ai travaillé avec des slameurs à Lyon, c'est pas parce que j'ai été dans une équipe de basket, pardon, je répète, malgré ma taille, mais à l'époque, savoir dribbler, c'était plus important que d'être grand. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je vois Madame Tobati, qui est ici, qui a été chef d'établissement dans la banlieue parisienne, et nous avons travaillé ensemble. Pourquoi aujourd'hui des jeunes, même quand ils entendent Grand Corps Malade, disent c'est un intello et finissent par se fermer les oreilles. Alors je vous propose d'aborder la question avec 4 thèmes. Pourquoi tant de jeunes expriment le fait qu'ils ont un corps maltraité, alors qu'évidemment l'immense majorité est en pleine forme physique, apparemment. Pourquoi d'autre part le corps est pour eux devenu un lieu d'identité, souvent un lieu d'identité narcissique. D'autre part, pourquoi le corps est devenu un espoir d'autonomie. Et enfin, et vous verrez qu'on ne va pas être que dans des propos tristes, et c'est comme ça que je passerai le relais à ma voisine, non, c'est aussi l'idée qu'avec le corps, on se construit, quelles que soient les difficultés de départ. Alors, un corps maltraité. Le comité interministériel de la jeunesse du 21 février 2013 nous présente un portrait très sombre de la jeunesse en France. Et François Hollande a dit « Faire que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012 », car les chiffres que je vais vous donner sont de 2012, et c'est vrai qu'ils ne sont pas très réjouissants. Alors, nous n'allons pas tellement nous attacher à tout ce dont on parle actuellement, bien sûr, le décrochage scolaire. J'aimerais simplement dire que dans les recherches sur le décrochage scolaire, on avait montré une chose, le nombre de problèmes de santé non traités chez les jeunes décrocheurs. Je ne vais pas non plus vous parler de la réussite éducative, si ce n'est que maintenant, l'un des grands thèmes prioritaires, c'est justement le corps, la santé, et plus seulement les performances intellectuelles à l'école. Je ne vais pas vous parler du chômage, mais maintenant les moins de 25 ans, vous le savez, sont dans la catégorie où ils sont le plus chômeurs. Alors on voit une dégringolade
des performances scolaires actuellement et des inégalités qui se creusent en fonction du milieu d'origine. Il y a certains qui parlent maintenant d'une prolétarisation des jeunes. Juste quelques chiffres, 22% de la population active, ce sont ces jeunes, mais 40% des chômeurs. Alors, quelle relation avec le sujet? Eh bien, justement, nous allons la voir. Quelques données générales qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre façon de ne plus savoir protéger les jeunes et plus savoir les aider à grandir. La protection sociale dont bénéficient les jeunes est inférieure à celle des adultes. Les moins de 30 ans représentent 5% des personnes pauvres. Plus d'1 million de jeunes sont dans une situation de grande précarité. 34% des étudiants renoncent à des soins faute de moyens financiers. 35% aujourd'hui. Et 18% n'ont pas de complémentaire santé parce qu'ils ne peuvent pas la payer. La chute des performances scolaires des élèves français et leurs difficultés d'insertion professionnelle commencent à nous montrer dans le plus bas des courbes actuellement. Alors, plusieurs facteurs qui montrent qu'est-ce qui se passe dans ces enquêtes où les jeunes parlent de, je cite, la fatigue, une fatigue permanente et le recours à des stimulants. Très jeunes. Maintenant, on a les chiffres sur la consommation des, vous savez, boissons énergisantes à partir de l'âge de 10-11 ans. L'absence de maîtrise du corps. Alors, ça se traduit aussi dans la ponctualité, dans le fait qu'on n'ait pas de régularité, pas d'hygiène de vie, etc. Peu de maîtrise des codes sociaux, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et un problème plus général qui fait qu'une impression de fatalité. Les jeux sont déjà faits. C'est pour ça que tout ce que vous allez nous dire montre à quel point c'est terrible. Ce n'est pas possible d'avoir autant de jeunes qui nous disent « Mais non, les jeux sont déjà faits. » J'ai fait des vidéos d'entretien d'embauche. Les jeunes arrivent en retard. Ils ont tout fait pour, sauf évidemment, je parle pas des enfants de cadre. Ils arrivent en retard, ils ne frappent pas à la porte. On leur dit « On vous attendait plus tôt. » « Ah ben oui, mais j'ai une panne d'oreiller. » « Ah ben oui, mais j'ai pas dormi cette nuit. » Enfin, etc. C'est-à-dire, comme s'ils ne voulaient pas entrer physiquement, mais aussi psychologiquement dans ce monde du travail, ce monde des adultes. Et c'est vrai que ça se termine très mal, parce qu'en face, l'employeur, le style costume 3 pièces, vient poser les questions qui s'adressent à des jeunes qualifiés, et ce ne sont évidemment pas ces jeunes-là qu'il a en face de lui. On a essayé de travailler sur ce point. Ceux qui ont été les plus lucides en revoyant les films, ça a été les jeunes. Ils ont dit « Oh, c'est moi ça ?» En éclatant de rire. Et on disait « Et si tu étais du côté de l'employeur ?» Oh, ben, c'est vrai, hein, je ne me prendrais pas. Les employeurs, on a pu travailler avec eux. On a fait progresser les choses. Malheureusement, je ne crois pas que ça vous étonnera, beaucoup d'enseignants nous ont dit, par contre, nous, ce n'est pas notre travail de préparer au monde de l'entreprise. Alors, dans les comparaisons internationales, les jeunes Français sont les champions d'une chose. Ça, toutes les comparaisons internationales, les incivilités. D'autre part, ils sont les premiers à désespérer. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Il y a une enquête qui a été faite avec des organisations internationales. Les jeunes Français, dans leur espoir d'un avenir meilleur, passent après les jeunes Afghans. Les jeunes Français apparaissent comme peu doués dans l'expression orale parce qu'ils n'osent pas. Dans la dernière enquête PISA, ce sont ceux qui se sont le plus abstenus. Ils n'osent pas répondre. Alors, bon, c'est dans la même ligne que la France est le premier pays pour le suicide des jeunes dans l'Union européenne, le premier pays pour les conduites à risque et les jeux à risque, le premier pays pour l'usage précoce du cannabis.
Alors, nous ne sommes pas les premiers, mais pas trop mal placés sur le tabagisme et l'alcoolisme précoce. Et on commence à voir se développer le fameux binge drinking, qui est le fait de boire jusqu'à la limite du coma éthylique, et cela déjà au collège. Alors, bien sûr, il y a des modes, il y a des expressions qui dépassent tout à fait l'hexagone. L'ennui, c'est que dans les comparaisons internationales, et maintenant elles se répètent, nous sommes vraiment dans la tranche la plus préoccupante. Alors, sans compter un corps qui, justement, que l'on finit par maltraiter soi-même. Des scarifications, des mutilations, des piercings et tatouages dans des endroits qui font particulièrement mal. Alors, oui, un corps maltraité, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le deuxième point, c'est que c'est le corps lui-même qui devient un lieu de l'identité. Alors bon, l'adolescence, c'est le moment de la vie où le corps se transforme, il y a toutes les transformations, c'est tout à fait normal, ça a de tout temps été. C'est celui aussi des interrogations. Alors aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une quête identitaire des jeunes qui est vraiment existentielle. C'est pas seulement, je me demande un peu qui je suis, et puis on lit des textes là-dessus, et puis on rêve, et puis non. On a des interrogations sur les origines, des interrogations sur l'identité ethnico-culturelle. Pour des gens de ma génération, c'est impensable, on ne se posait pas du tout ces questions-là. Et puis, sur les croyances et l'identité religieuse, à travers les pratiques, un luxe de pratiques pour prouver que l'on appartient à telle communauté religieuse, d'où évidemment le développement des mouvements intégristes, avec des pratiques visibles et des pratiques sur le corps, et des pratiques où on se fait mal, et des pratiques où on est malheureux, mais on gagnera peut-être le ciel avec ça. Et puis sur l'identité sexuelle. Alors là, on est tous d'accord, dans les établissements scolaires, c'est plus difficile de faire de la mixité. Le sexisme est devenu la première forme de discrimination avec l'homophobie. Et que nous avons donc des problèmes d'identité où comment s'affirmer comme garçon, comment s'affirmer comme fille, avec cette idée qu'il y a aussi des affiliations de territoire, mais que l'identité sexuelle est première. Alors au moment où la société parle du mariage pour tous, vous voyez des jeunes qui, eux, se posent des questions et avec des phrases que je crois jamais, moi je n'avais entendues. Du genre, mais madame, pourquoi on ose dans les hôpitaux français donner le sang d'une femme à un homme? Classe de première. Mais vous savez, les femmes ont des cerveaux plus petits, on le sait. Et puis, elles sont plus faibles, mais elles se rachètent parce qu'elles portent les enfants. Bon, donc, nous sommes dans une situation où manifestement il y a un désarroi, les jeunes ne savent plus très bien comment faire. Et il faut bien dire que les cultures médiatiques, là, en rajoutent sur la nudité, les apparences, le corps trafiqué, le corps refait, le corps contraint, les marques commerciales, avec la tyrannie des marques commerciales, les signes, tous les signes, religieux ou autres. Et puis tous les objets qui prolongent le corps. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a une pathologie psychiatrique de l'usage des mobiles présentée comme une sorte de prolongation de la main. Et c'est comme s'il y avait une amputation, le fait d'avoir son mobile volé. Alors, oui, il se passe bien quelque chose. Et on se dit, mais je ne peux pas développer les causes. Peut-être dans le débat, on en parlera, mais bon. En tout cas, on est dans une quête identitaire. On est tout le temps dans le jeu sur l'imitation des autres, du même âge, la différence à travers le corps, l'habillement, les gadgets, les signes de toutes sortes. Mais alors, où se trouve leur autonomie? Le corps, espoir d'autonomie.
le premier espoir d'autonomie, c'est d'avoir des relations sexuelles. Avec une sacrée confusion entre le passage à l'acte et le fait d'aimer quelqu'un. Je travaille beaucoup avec les adolescents là-dessus. Quand j'essaye de leur faire comprendre que le passage à l'acte, ce n'est pas un geste d'amour, eh bien, il nous faut du temps et on finit par retravailler sur, par exemple, la carte du tendre. C'est-à-dire comment apprendre que l'autre existe, qu'il désire des choses, qu'on apprend à le connaître, qu'on peut lui faire plaisir, etc. Simplement poser l'altérité, c'est tout un travail. Alors, bien entendu, et je sais que vous en parlerez, l'autonomie, ça passe par la liberté. Et si ces jeunes sont tellement perdus dans le désarroi, c'est que la liberté, la leur, déjà, ils ne savent pas où elle est. Je parlais avec des jeunes dealers que je connais depuis plusieurs années. Ils me disaient, vous avez vu, hein, nous, on est plus sportifs que les étudiants. On est mieux habillés que les étudiants. C'est vrai. Puis on est beaucoup plus sobre. Parce que vous avez vu, nous, on ne boit pas. Eux, ils boivent. Et puis, quand on fume un peu. Mais qu'est-ce qu'ils sont nazes, ces intellos? On peut leur vendre tout ce qu'on veut. Dans le livre que je suis en train d'écrire, je suis en train de dire comment les dealers voient les étudiants. Alors, donc l'autonomie, ça veut dire ne pas reproduire, ça veut dire ne pas imiter, ça veut dire ne pas être dépendant. Oui, mais qu'est-ce que fait cette société avec les jeunes? Vous savez quel est l'âge moyen pour quitter le domicile parental aujourd'hui? C'est 28 ans. 32 ans en Espagne. Et ça commence à augmenter avec la crise. 34 ans en Italie. Alors, un passage à l'acte sexuel à 15 ans, est-ce que c'est ça l'autonomie? Alors que, comme ils disent, on attend que les parents soient partir faire les courses pour utiliser leur chambre. Donc, ce sont des questions, excusez-moi, un peu dérangeantes, mais ce sont celles dont on parle avec les jeunes, y compris dans des milieux assez différents. Et quand après on dit aux parents, mais vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe actuellement? Ils ont très souvent un certain aveuglement sur tout ça. Alors, on oublie le plaisir que les plus petits ont dans l'apprentissage de la marche, du saut, de la natation, du ski, de la bicyclette. Et aujourd'hui, on a des ados qui ont eu tous ces plaisirs, toutes ces découvertes, qui ont fait un progrès considérable. Et même, on se dit, plus ça va, plus ils sont éveillés, plus tôt. C'est vrai. Et arrivé à l'adolescence, on a l'impression que quelque chose tombe. Alors, un peu comme une sorte d'angoisse, quelque chose où on n'ose pas. Vous savez, l'enquête chez les jeunes des quartiers nord de Marseille, ces jeunes qui ne sont jamais allés se baigner dans la Méditerranée. J'étais à Stein il y a quelques jours. Le maire de Stein me dit, vous savez, on était très contents pour les emmener à un spectacle de théâtre, etc. Ils ne savaient même pas mettre le ticket de métro dans l'appareil. Ils n'avaient jamais franchi le périphérique. Cette relation à l'extérieur, au voyage, à l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas trouver les moyens, et le sport aurait été un merveilleux moyen, qui leur aurait permis de sortir de leur quartier, sortir de chez eux. Mais entre nous, il n'y a pas besoin d'aller en banlieue pour trouver une difficulté à sortir du cocon. Alors, certains parlent, les psychanalystes, de la couvade prolongée par les mères. C'est vrai, on n'est plus dans le paternalisme aujourd'hui, mais plutôt dans le maternalisme. De la peur du risque des accidents et d'un principe de précaution que l'on a pour tout. Mais même faire du sport, vous vous rendez compte, il pourrait se faire mal. Le narcissisme, de la photo. Mais on en arrive comme dans le Var, où j'ai dû travailler avec le Conseil général,
parce que des jeunes filles photographient des parties de leur corps, on voit ça sur Internet, elles sont notées sur les parties de leur corps, et la note supérieure est quand elles ont réussi à photographier leur sexe. C'est le « j'ai pas envie » comme justification suprême pour ne pas faire. Et quand on leur dit « mais on peut trouver l'envie de faire les choses au fur et à mesure », non, j'ai pas envie. C'est la logique du eux et nous, de l'entre-soi. Et puis la sécurité, le goût de l'argent. Alors autrement dit, on se demande, mais est-ce qu'on n'a pas, avec notre société, produit des enfants rois, devenus des enfants tyrans, et qui maintenant sont des jeunes, pour reprendre le terme de Rimbaud, assis. Alors, oui, ça fait beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions chez les jeunes qui ne se sentent pas bien. Ils ont peur de ne pas avoir d'autonomie financière, peur un peu de l'étranger, peur de plein de choses, peur d'être dans la dépendance, mais ils le sont. Et finalement, le sport, majoritairement, on parlera après des autres. Hein. Pour le moment, on est dans le constat de ce qui a y compris été discuté au comité interministériel. Le sport, c'est plutôt dans le canapé. D'ailleurs, autrefois, on s'asseyait sur un canapé. Maintenant, on s'assit dans un canapé avec la bière, les chips et on regarde le foot. Alors, où se trouve le rôle du courage, de la volonté, de la solidarité et du partage dans l'épreuve? Où se trouve le désir de faire mieux, de se prouver qu'on peut y arriver, de sortir de la précaution ou du catastrophisme ambiant? Eh bien, ça voudrait dire assumer des ruptures, des expérimentations, des erreurs, des échecs en recommençant. Et la peur de l'échec, on l'a vu, n'est-ce pas, Madame Tobati, dès maintenant, les établissements scolaires, ils sont tellement évalués, tellement notés, etc. Ils sont prisonniers de ces évaluations permanentes. Ça, ce n'est pas l'effort pour faire mieux, pour se prouver qu'on peut faire quelque chose. La note en permanence, c'est évidemment une source d'angoisse et non pas de volonté de faire mieux. Donc, voilà. Mais pourtant, on peut dire qu'il y a tous les autres signes d'espérer et tous les leviers que l'on voit avec un corps en construction. Un corps en construction et qui permet de trouver son identité, qui permet de lutter contre toutes les formes de maltraitance et qui permet de se retrouver, y compris le plaisir d'être soi. Alors, je terminerai, et ce serait dans cette partie positive une façon de tendre la main à mon amie et voisine. Voilà. Alors, un corps en construction, justement, vive le sport, vive la culture artistique, vive l'engagement, vive le fait d'avoir une discipline qui consiste à faire du théâtre ou bien à apprendre un instrument de musique, à faire de l'entraînement. Et oui, pour arriver à un moment donné au plaisir. Alors, Grand Corps Malade écrit combien il était brisé, immobilisé et comment il s'est reconstruit. Et comme il a dit, d'autres ont eu la chance de ne pas avoir à le faire, de se reconstruire. Alors, essayons de dire, nous qui avons eu à nous reconstruire, mais qu'ils en profitent d'avoir un corps en pleine santé, qu'ils y aillent. Alors, comment on fait? Peut-être que si on commençait à parler de ce que c'est que le courage et la volonté, et que ça n'est pas que de la souffrance, et que de toute façon, c'est une façon aussi d'apprendre que l'on est soi, du rôle de la solidarité, du partage dans l'épreuve, du désir de faire des choses et du désir qui fait qu'on aura un bonheur différé. Combien de jeunes me disent « Oh, si on pouvait avoir des coachs !» Ça, au moins, ça, le terme, il est passé. Des coachs. Alors, on veut bien travailler pendant 15 jours, mais alors vraiment, à fond, sans dormir. Et puis que ça paye, on leur dit « Mais oui, mais malheureusement, ça... » Non, c'est des années.
Ah ben non, alors là, non. Il y a une relation à la temporalité du corps. Dans une société de consommation où on leur a appris les satisfactions immédiates et où quand on n'a pas de satisfaction immédiate, on est dans la frustration. Ce qui fait que l'effort à long terme, c'est considéré comme quasiment insurmontable. Alors, montrer que le sport, la musique, le théâtre, le slam, ça permet une connaissance de soi. Et aussi, comment on peut devenir une autre personne. C'était très intéressant, les journalistes avec leur micro disant à celui qui a gagné le Vendée Globe, alors, c'était comment? Il dit, c'était dur, mais je suis devenue une autre personne. Ben, les journalistes n'ont pas compris. Alors, il s'est arrêté là, il leur a dit, vous voulez que je vous parle de quoi? Des embruns, des vagues, de mon mât qui était cassé, etc. Le deuxième point, c'est la maîtrise de soi, de ses gestes, de ses tensions intérieures qui permettent la relation à l'autre, la relation à l'environnement. Or, aujourd'hui, c'est ce qui semble vraiment faire défaut aux jeunes. On en avait vraiment beaucoup parlé avec Madame Tobati et certains de vos collègues, puisque je continue à travailler dans les lycées, dans 24 lycées dans la banlieue parisienne et en Rhône-Alpes. Vous savez, un coup part, et la phrase qui revient tout le temps, c'est parti. Il dit non, non, c'est toi qui as donné le coup. Non. Non, non, c'est parti, c'est comme ça. Et on s'aperçoit à ce moment-là que la maîtrise de soi conduit à la responsabilité. Parce que si on arrive à maîtriser son corps, ses gestes, on se pose la question de la relation entre ce que l'on a fait et la conséquence. Or, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui ne savent plus où ils en sont. On n'a jamais eu autant de troubles du sommeil. On n'a jamais eu autant de troubles de la nutrition. Et on n'a jamais eu autant de jeunes qui disent les psys, j'ai aussi une formation de psychanalyste, qui sont dans des situations psychotiques, c'est-à-dire clivées de la réalité. Or, pour se maîtriser, il faut affronter la réalité, il faut affronter l'environnement, le milieu, que ce soit l'air, l'eau, la terre, la neige, etc. Il faut avoir la présence et non pas être sous bulle. Et puis, le troisième point important, c'est le partage de valeurs et de règles communes. Beaucoup de jeunes avec lesquels je travaille me disent « Ah non, nous, on ne veut pas les règles des fédérations internationales. Nous, ça ne nous intéresse pas. » Ils veulent leurs règles à eux. Ils veulent se bricoler leurs règles. Le deuxième point, c'est la tricherie. Ce qui compte, c'est d'arriver au résultat, par tous les moyens, y compris, je ne sais pas quelle allure j'ai, parce que je vois des gens qui regardent l'écran, y compris par les coups bas. Alors aussi, cette évaluation du résultat, mais pas à partir du fair play, mais pas à partir de la beauté du geste, mais pas à partir de ce qui pourrait être justement ce plaisir partagé. Vous savez, il y a eu des choses horribles. Les journaux américains, et je vais terminer bientôt là, les journaux américains ont donné un chiffre terrible. À la veille du grand match de foot américain, les joueurs de foot américains se suicident 65 fois plus que le reste de la population. On sait que maintenant, pour le spectacle, ils sont tellement dans les traumatismes qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont énormément de souffrances physiques et aussi de la tête et des problèmes de toutes sortes. On le dit, on le sait, tous les médecins l'ont dit, mais le spectacle doit continuer. Le show must go on. Go on. Pardon. Alors, oui, ça, je ne sais pas si c'est encore du sport. Voilà, et ça, vous nous le direz. Si on en est jusqu'à détruire le corps. Et on le sait. Et ça ne fait rien, il faut que le spectacle soit là. Alors, quand je dis à des ados, alors, quelle est l'équipe sportive
de foot qui a gagné le plus de médailles. Équipe française. Alors j'ai droit à tout, le PSG, l'OL, l'OM, etc. De temps en temps, il y a un petit plaisantin qui me dit « Lorient ». Il dit non, c'est l'équipe de foot de femmes. C'est elle qui a eu le plus, justement, qui a remporté le plus de coupes. Et à ce moment-là, il y a toujours des jeunes qui disent « Oh oui, puis d'ailleurs, elles ont un beau jeu ». Et oui, je les connais, cette équipe de l'OL féminine. Elles ont gagné les coupes, mais elles ont aussi l'esprit d'équipe de façon tout à fait remarquable. Elles cherchent la beauté du jeu et elles ont de très faibles salaires. Et elles s'engagent bénévolement avec les jeunes du Grand Lyon pour justement contre la marchandisation du sport. Alors c'est aussi tout le succès grandissant des Jeux paralympiques, de toutes ces personnes qui, comme vous, montrent aux jeunes que le plaisir de faire des choses, même si ça passe par des moments de souffrance, même si ça passe par des moments d'entraînement où on a envie d'en finir, mais que ça vaut la peine de faire quelque chose avec son corps et pour dépasser le fait que socialement, nos jeunes sont un grand corps malade, alors que certains qui ont pu avoir des difficultés avec leur corps montrent le plaisir de faire du sport, de la musique, du théâtre. Et c'est pour ça à quel point je suis heureuse, honorée de vous passer le micro. À vous tous qui m'accueillez. Donc moi, en fait, je vais essayer sous forme d'ouvrage, on va dire sans aller trop vite pour pas feuilleter les pages et pas en prendre deux par deux, vous raconter un petit peu comment je suis arrivée ici, finalement, en Franche-Comté, alors que j'habite juste à côté, en Alsace. Donc je titrerai cet ouvrage Grand corps malade avec ma photo du fauteuil et on dirait, oui, c'est vrai, Grand corps malade, elle est handicapée. Et je prouverai au travers de mes pages que je vais tourner qu'en fait, il n'en est pas du tout. Je suis tout l'inverse de grand corps malade. Donc en fait, juste un peu d'histoire, les Jeux paralympiques sont de 1960, mais moi, même si le sport permet de rester jeune, je ne suis pas encore ces années-là. J'ai venu bien plus tard, mais je viens d'un tout petit village en Alsace, et donc de milieu rural, en famille, grande famille, donc en ne connaissant que très peu de choses, pas plus que n'importe quel jeune au collège. Et voilà qu'un handicap vient toquer à ma porte et m'oblige de partir à Berck-Plage, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, loin de chez moi. Donc on n'avait pas de moyens, pas de téléphone pour appeler les parents. Donc pas de moyens, et j'étais début d'adolescence. Donc c'est juste pour brosser le tableau un peu. Donc je suis ce qu'on appelle, je prends le mal du pays, c'est-à-dire que je suis mis dans un environnement qui n'est pas le mien, la mer, moi qui veux que la montagne, et avec des personnes qui me commandent et qui me disent il faut que tu fasses ceci, cela, dans des grandes salles où on dormait tous attachés dans les lits, donc, et où il n'y a plus de parents qui vous dit tous les jours une histoire ou un frère et une sœur, mais des gens qui décident à votre place, qui vous prennent les affaires et où ce qui vous appartient à la communauté. Donc partant de là, je décide de révolter, de m'opposer à tout ce qu'on me demande de faire, plus ou moins. En gros, c'est ça. Mon handicap évolue, je reste 4 ans et demi là-bas, donc je repars à 17 ans et demi. Donc vous voyez, 13 ans, 17 ans et demi, génial. Ah, ça m'a formé. Donc, la seule chose qui était aussi obligatoire, c'était la rééducation et donc la natation. C'est là qu'on vient. Ah oui, aller dans l'eau, faire jouer à balle dans la salle de sport, c'était pas trop mon fort. Je préférais aller à l'école. Dommage, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais bon, ma foi, j'essaye de scuder, comme on dit, un petit peu les cours, donc j'essaie de partir dans les dunes vite fait, mais hop, je me fais punir.
Et puis à force de punition, je me dis que finalement, je me donne le bâton pour me faire battre, que c'est un peu bête. Et que finalement, qu'il y avait peut-être d'autres moyens. Mais lequel? Eh bien, faire ce qu'il faut faire, en faisant croire que ça m'embête, mais en fait, ça me fait plaisir. Et ouais, toujours. C'est assez tordu, mais ça mène à quelque chose. Donc, en fait, vers l'âge après de multiples opérations, je suis donc toujours en rééducation et je dois aller nager tous les jours. C'était des sœurs, hein, vous savez, religieuses qui s'occupaient de nous. Et donc, elle ne va pas dans l'eau. Donc, finalement, quand je vais à la piscine, qui est obligatoire, c'est un moment de liberté. C'est là qu'on vient avec le mot liberté. Elle n'est pas là. Je fais ce que je veux. Et voilà. Tu crois que ça m'embête? Eh bien non. Là, moi, je peux évacuer tout ce qui m'énerve dans la journée, tout ce qui m'enferme, ce carcan de l'handicap. Et donc, je nage et je me bats contre tout ça pendant mon heure de natation. Je nage, je nage, je nage. Donc, on ne parle pas d'entraînement, on ne parle pas de compétition. On parle d'activité sportive, hein, et de rééducation. Et donc, je me construis comme ça. Je me fais ma petite scène qui, tous les jours, a son épisode dans la piscine. Pendant que je nage, je mets de distance. Puis un jour, je deviens une petite nageuse, révoltée, mais toujours une petite nageuse. Et on me propose de sortir de cet institut pour aller avec d'autres instituts et faire des petites compétitions. Parce que finalement, c'est un peu comme le cadre de l'école de l'UNSS. On veut que notre institut soit victorieux. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas l'institut, mais j'aime sortir. Donc, j'ai dit oui. Parce que finalement, c'est encore une liberté. Alors, je sors et puis j'obtiens mon brevet de 50 mètres, mon brevet de 100 mètres. Allez hop, pourquoi pas? Mais je suis sortie. Et quand je rentre, je deviens un petit peu la personne intéressante, parce que qu'est-ce qui s'est passé dehors? Ah ouais, c'est vrai. On est enfermé, on ne sait pas. Donc, moi, je suis la fenêtre ouverte. Et c'est cette natasseuse qui me donne la fenêtre ouverte. Donc, chaque fois, je m'améliore pour pouvoir ressortir. Et comme ça, jusqu'à 17 ans et demi. Donc, après, je sors de cet institut, je reviens dans mon petit Alsace. Puis là, les gens qui m'ont connue, moi, ma vie s'était arrêtée. Stop. Quand je suis revenue, j'ai cru que je pouvais effacer tout ça, gommer, et puis revenir, comme si le temps avait continué là. Mais non, les gens avaient grandi. Ils ne me voyaient plus la même personne. Je commençais à marcher avec des béquilles. Et quand je voyais mes anciennes copines, ils changeaient de rue. Ils changeaient de trottoir. Et moi, je ne comprenais pas trop. Donc, pour fuir ça, je suis partie dans la grande ville. Colmar, la grande ville. Mais pour moi, c'était la grande ville. Et donc, pour ça, il fallait trouver du monde, parce que j'avais vécu tant d'années en promiscuité, les uns sur les autres, on va dire. Et là, je me retrouvais dans mon appartement avec mon petit travail et je me sentais seule. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que d'un côté, quand on vit tous ensemble, on attend d'avoir son petit coin à soi. Et quand on est enfin seul, eh bien, on cherche à avoir du monde. Et là, c'est pareil, c'est le club de sport qui m'a permis d'avoir mon petit monde. C'est-à-dire que j'avais finalement mon petit nid à moi et quand même ma vie, on va dire, sociale, grâce au club de sport que j'ai vite trouvé, très très vite comme par hasard. Et finalement, j'avais mes copains, mes amis. Le travail, c'est professionnel, c'est pas pareil. Le sport, c'est quand même le moment où on évacue aussi, même dans la vie courante. Donc, j'ai commencé après, en fait, cette année totale, puisque j'ai fait encore des études sur Belfort. Et je suis rentrée comme ça dans la vie. Et puis, j'ai nagé. Puis, j'ai connu mon mari. Toujours par la natation. Il nageait aussi. Et puis, progressivement, le club a dit, pourquoi tu ne ferais pas de compétition? C'est quoi ça? En voyage. Ah, pas mal. On va faire des compétitions d'abord dans la région, puis si tu es bonne, tu pourras aller au niveau français. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Je me suis mis à m'entraîner de mieux en mieux pour arriver à faire les minima qualificatifs, d'abord régional, et puis après national. Et puis voilà que j'allais au championnat de France. Et j'étais contente. Donc, on est arrivé dans les années 80, hein, quand même, au fil du temps.
Et j'avais 19 ans. Et puis, voilà, ma vie se construisait tout doucement. Et je me suis dit, oui, tu travailles, tu nages, tu habites. J'avais un ami qui est devenu mon mari après. Puis je me suis construit, j'ai mis du temps, hein, parce qu'après 7 années en institut, je vous assure que vous n'allez pas vous mettre en vie de couple tout de suite. Il faut d'abord profiter de la vie. Donc j'ai pris un peu de retard, mais je me suis rattrapée. Donc le sport m'a beaucoup aidée, puisqu'il y a une troisième mi-temps, un petit peu, pas de boisson, mais surtout on allait manger de la cochonaille. On est alsacien. Mais bon, je veux dire, on avait des moments sympathiques de troisième mi-temps où on se retrouvait, où chacun racontait. Et voilà, j'ai construit mes quelques années et je suis devenue progressivement une petite athlète. Et puis, bien sûr, j'ai fait les minima internationaux. Et ouais, alors là, j'avais le droit de partir à l'étranger, en Angleterre. Et j'ai fait mon baptême de l'air, attention, dans un avion de l'armée de l'air. C'était pas une première. Ah oui, pour lancement de troupes, c'était les Transal. Donc si ça vous dit, c'est juste pour vous dire à quel point on est naïf, comme ça, on arrive sur l'aéroport Villacoublay et on cherche le petit avion blanc qui va vous amener. Et en fait, c'est le gros avion vert par lequel vous rentrez par l'arrière. Donc c'était pour vous dire que c'était le temps antique des Jeux. Même si j'ai pas commencé dans les années 60, j'étais encore dans l'antiquité des Jeux paralympiques au niveau de l'histoire. Mais on avait beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié. Et j'ai vécu des jeux formidables. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est génial. Je m'y fais, je veux progresser. Et puis progressivement, j'ai fait les Jeux paralympiques de 84. Mon mari est venu, enfin, mon ami, à cette période-là, est venu en supporter. On avait un petit club de supporters qui venait, parce qu'à ce moment-là, personne ne s'intéressait trop aux Jeux paralympiques. On avait nos amis qui s'y intéressaient. Et donc, ils venaient en supporters. J'ai fait 84, j'ai fait 88. En 88, j'ai eu même un ami journaliste qui m'a même donné un numéro PCV. Je pouvais appeler pour donner des nouvelles. Même si certains pensaient qu'on allait se faire du bien pour faire... Oh, les handicapés font du petit sport pour faire du bien. Eh bien non, il y en a qui croyaient en ce qu'on faisait. Puis nous, on était heureux. Je pense qu'on ne se posait pas la question de se demander est-ce qu'on voulait être vedette. On était heureux, on essayait de gagner sa médaille quand même. Et puis voilà, j'ai fait ma partie antique des Jeux, on va dire, comme ça. Après, en 89, je me suis mariée. J'ai quand même décidé un jour de m'installer, de me marier et d'avoir un enfant. Donc en 92, excusez-moi, j'étais enceinte. Donc je n'ai pas pu faire les Jeux. Et puis je suis revenue... bien sûr, à mon sport, parce qu'une fois que j'avais tout construit, ma vie, le sport est revenu toquer à la porte, parce que c'était bien beau, je suis une femme, mais je n'avais pas envie de passer ma vie seulement à m'occuper des enfants et ceci, cela. Je n'avais pas vraiment beaucoup de choses d'intéressant. Et puis, en même temps qu'on se construit dans le sport, je dis toujours, on devient curieux en même temps. On a envie de vivre des choses et pas de rester simplement à rien faire. Donc, j'ai cherché, d'abord j'ai fait bébé nageur, c'était l'occasion de se retourner dans l'eau, parce que, comme je le dis souvent, quand il y a de l'eau qui effleure ma peau, c'est mes écailles qui se lèvent. Donc forcément, la petite nageuse que je suis renaît. Et donc forcément, j'ai commencé par les bébés nageurs au début, et puis j'ai commencé à nager un peu. Puis avec mon mari, on a décidé, oui, 1 fois ou 2 fois par semaine, pourquoi pas. 1 an et demi après, je partais déjà au championnat d'Europe. Mais ça fait rien. J'étais heureuse, je m'occupais des enfants la journée, puis le soir, je partais m'entraîner. Et c'est ainsi que j'ai préparé les Jeux, mais j'ai voulu cette fois-ci changer. C'est-à-dire que je me suis dit, si tu repars avec des efforts, avec les enfants et tout, il faut que ça ait un sens. Et donc, je suis allée toquer au club valide et je lui ai demandé si ça les intéressait de venir prendre une petite handicapée, mais qui aimait faire la même chose que lui, c'est-à-dire la natation. Et j'ai trouvé un jeune entraîneur qui m'a dit, écoute, si tu as la même passion que moi, pourquoi pas? On apprendra l'un de l'autre. Et j'ai eu vraiment cette chance. Et je suis partie donc nager avec les jeunes valides. Alors, c'était pas facile, parce qu'il ne faut pas croire, on parlait du corps, mais le corps est important. Dans le sport comme la natation, eh bien, le handicap, il est cru au bord de la piscine. Il est là.
Alors que dans l'eau, il disparaît. Il n'y a que la tête. Vous voyez le fauteuil, on ne sait pas à quelle tête il appartient. C'est ça qui est formidable. C'est à qui ce fauteuil? C'est pas à moi. C'est qui nage le plus vite? Ben, c'est pas l'handicapé forcément. Eh ben si. Voilà. Comme quoi, des fois, il y a des images. Et alors on me disait, mais vous avez du courage? Non, pas plus que vous. Je disais, parce que le courage, c'est de vouloir entreprendre. Et on l'a tous. À partir du moment où on veut entreprendre, eh ben on a le courage. Et moi, la passion me permettait d'entreprendre des choses. J'avais un objectif, c'est à moi de le calculer. Alors j'ai eu la chance aussi, comme je suis arrivée un peu tardivement sur le tas, ben, j'ai été un peu moins impétueuse, un peu moins, donc j'ai un peu plus raisonné. Et j'ai travaillé avec mon entraîneur pour arriver au jeu, complètement inconnu. Seul le président de la fédération à cette période-là croyait en moi, parce qu'il m'avait vu au jeu, au championnat d'Europe qualificatif, et avait décidé que je suis le porte-drapeau de la délégation. On avait oublié de prendre la photo du porte-drapeau, parce qu'on ne le connaissait pas, alors c'est bien, mais c'était moi. C'est pour vous dire, hein. Et en fait, j'ai fait mes jeux, et je suis revenue avec 6 médailles d'or. Et là, le président, le jour de la cérémonie de clôture, il vient me voir, il me fait « La France, par le gouvernement, est très heureux. C'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé. Ils vont vouloir, quand vous arrivez à Paris, vous réceptionner. Les télés se bataillent, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui c'est inconnu. Et puis, il va falloir répondre, est-ce que vous y arriverez ?» Ben, je dis, il va falloir faire. Hein. Et si j'ai voulu faire les médailles, il faut que j'assume. Donc, j'ai dit, je verrai bien. Et puis, vous serez reçu à l'Élysée. Pour la première fois, on va reconnaître. Donc, M. Chirac a décidé de vous reconnaître avec les valides. Eh bien, ça sera super. Et puis, donc, j'ai vécu un moment incroyable. Complètement. Donc, j'ai fait une première en direct avec Bernard Tapie. J'ai appris la communication. Ne vous inquiétez pas. Et puis, j'ai même fait des faux directs où je me suis pliée à tout ce qu'il faut parce que le sportif sait s'adapter normalement. Hein, donc, je me suis adaptée. Et puis, j'ai appris ce qu'était vraiment la reconnaissance, c'est-à-dire les plateaux télé et tout. Mais c'est fantastique. Et je me suis dit, quand je rentre à la maison, j'ai ma petite famille. Tout est de nouveau normal. Je retrouve ma famille qui vit dans sa montagne, enfin, à droite. Et puis, je vois de nouveau mes racines. Et je me demande quelle est la vraie vie. Est-ce que c'est celle que je vis là ou est-ce que c'est celle qui est mes racines? C'est pas facile. Et c'est vrai que l'âge m'aidant quand même pour réfléchir, je me suis dit, si je m'arrête là, je serai éphémère comme un papillon. On aura oublié. Par contre, si je continue, ça aura un but. Parce qu'on n'oublie pas les choses qui deviennent pérennes. Et donc, c'était à moi de décider. Bien sûr, on a fait des conseils de famille, hein, parce qu'on ne décide pas tout seul. Hein. Une victoire, ça, c'est un travail d'équipe, même si c'est dans un sport individuel. Et on a fait des conseils de famille, on a décidé, alors maman, elle ira s'entraîner un peu plus encore, papa, il gardera, il sera parent d'élève, ça changera de tous les mamans parents d'élèves, ce sera le seul masculin, ça ne le déplaisait pas. Et ensuite, maman, elle sera là au coucher, mais un peu fatiguée. Ce ne sera pas toujours facile, mais il y aura d'autres retours qui viennent un peu plus tard. Alors, on a décidé de repartir pour 4 ans et m'entraîner encore plus. Et j'ai commencé à m'entraîner en milieu valide avec un jeune qui préparait aussi les Jeux à raison de 8 heures par jour, 2 heures de muscu et 6 heures dans l'eau. Bien sûr, mon handicap est évolutif, mais je faisais fi de mon handicap, vraiment, et je voulais aller droit vers ce qui m'intéressait, mon objectif. Alors, c'est vrai qu'on le paye après un peu, mais ça fait rien. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Et je suis partie pour Sydney avec, dans ma tête, vraiment faire le maximum, sachant qu'il faut évoluer pour pérenniser en sport et que si on stagne, on régresse. Donc, mon but, c'était de progresser. Donc, chaque année, au championnat d'Europe ou au championnat du monde, je battais mes records du monde. Donc, c'est sûr que d'une Paralympiade à l'autre, ça a fait un gros trou. Mais, donc quand on regarde le World Paralympic Record, c'est un gros trou. Par contre, chaque championnat, on voyait comme quoi je progressais.
chaque fois que j'arrivais, les autres, ils voulaient que je sois américain ou que je sois de tel pays, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'une Française, ça ne faisait pas trop partie. Et puis, bon, ma foi, j'étais plus vedette dans un autre pays que dans le mien au début, au niveau médiatique. Quand je suis arrivée à Sydney, c'est simple, on regardait sur la liste quand c'est que Béatrice Hess, elle nageait, et hop, il y avait tout de suite un traducteur et des télés qui étaient là. Bon, moi, j'étais très contente. Et puis, je me suis dit, maintenant, je me rappelle que j'avais mangé avec le président de la République avant de partir et qu'il avait demandé, eh bien, vous, Madame Hess, vous pensez faire quoi? Je dis, elle m'a ramené une médaille. Il m'a regardé. Je dis, oui, j'ai pas fait tout ça pour venir. Oui. Pour moi, c'était logique. Il faudrait me traîner pour pas que je gagne, parce que j'avais sacrifié tant de choses. Et donc, j'ai fait tout ça. J'ai effectivement gagné 7 médailles d'or. Je me suis bluffée. Et c'est là où je dis que j'ai fait ma victoire, parce que en gagner, c'est pas tout. Je crois que c'est quand on dépasse ce que soi-même on croit pouvoir, c'est-à-dire où on s'impressionne, où on se dit c'est pas possible. Je savais que j'allais gagner, mais jamais je pensais battre des records du monde comme ça. Et je me souviens que ma première course à Sydney, mon entraîneur était à côté du ministre des Sports, qui était alors Madame Buffet. Il disait, mais elle ralentira, mais elle ralentira. Et Madame Buffet, qui ne comprenait pas, qui disait, mais pourquoi un entraîneur dit à son sportif de ralentir au jeu? Et en fait, j'étais en série et je battais le record du monde. Et elle avait peur qu'en finale, je ne puisse pas refaire. Mais je l'ai rebattu encore une fois. C'est que ça. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un requin qui allait me manger derrière. Et hop, j'y allais. Donc, en fait, c'était devenu ma culture. Et en fait, quand j'ai gagné ces médailles, après, je me suis dit, mais c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu as de nouveau la notoriété. Et j'ai décidé que je donnerai au sport ce qu'il m'a donné, parce que finalement, grâce à mon handicap, j'ai fait du sport. Grâce au sport, je suis ce que je suis et que je suis ici. Et donc, j'ai commencé tout doucement. D'abord, je suis retournée nager en 2004 parce qu'il n'existait pas encore la VAE vraiment, notamment en handisport. Donc, grâce à des partenaires, je suis allée faire à l'UTBM un peu de formation, parce que j'avais besoin de comprendre aussi les racines du sport, comprendre l'histoire. C'était bien simple de faire du sport, mais je crois que si c'est que les muscles et c'est pas la tête, ça ne va pas. Je pense que c'est de pair. Un bon sportif doit aussi être bien dans sa tête. Enfin, je veux dire, ça va ensemble. Et ma curiosité était là, donc j'ai fait une formation pour le plaisir d'apprendre, on va dire. Et à parallèle de ça, je suis rentrée au Césaire, où j'ai encore fait d'autres formations, celle de l'éducation sociale, apprendre avec les gens, dans le social, dans la population, parce qu'en fait, avec tant d'années de sport seul, avec tant d'années donc individuelles, où on travaille quand même individuellement, avec tant d'années de promiscuité, et bien finalement, j'avais pas du tout la bonne éducation, on va dire, de la collectivité sociale et tout ça, et je l'ai appris au travers de mes collègues, à travers de tous les avis qu'on a fait. J'ai appris finalement la vie, tout simplement, et je suis très heureuse de le faire encore. Pour moi, c'est ma vie sociale et professionnelle. Et ensuite, je me suis dit que c'est bien beau, mais après, il faut donner aussi. On peut faire des conférences, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. Alors, en général, on éduque les gens, soit de deux manières, soit on devient prof, on va dire, hein, mais j'avais pas le bagage à ce moment-là intellectuel. En fait, du moins, je pense. Hein, j'ai découvert que j'aurais été très bien avec les enfants, mais j'avais pas le bagage et il n'y avait pas les moyens de faire des valorisations d'acquis et tout ça. Donc, je suis devenue dirigeante. J'ai pas voulu être entraîneur parce que je trouvais que j'aurais été trop stricte, dans le sens que je voulais dominer le résultat comme j'avais dominé ma personne, et que je ferais du mal à l'autre plutôt que de faire du bien. Donc j'ai plutôt pris la partie dirigeante en me disant que finalement je pourrais donner au sport ce qu'il m'a donné, tout en ne faisant pas de mal, en ne voulant pas être excessif. Et donc je suis devenue progressivement secrétaire générale, parce qu'on est une femme, on est aussi souvent secrétaire. Je ne fais pas le café. Hein. Et puis j'ai été élue en international.
dans Femmes et Sport. J'ai travaillé sur des boîtes à outils pour que les femmes puissent devenir dirigeantes, hein, en international aussi, dans des pays où la culture, où la religion empêche justement ces femmes de faire ce qu'ils aiment. Et j'ai travaillé avec Nawal Moutawaki au Maroc et ainsi de suite. On a beaucoup fait de choses. Bien sûr, mon but, c'était surtout d'enlever l'handicap, parce que je ne voulais pas que c'était le mot sport qui était primordial, et que finalement l'handicap venait en plus. Je me rappelle avoir été allé au Niger tout seul en 2003, et pour faire une conférence sur la femme et le sport. Vous imaginez, je suis arrivée là-bas comme si j'arrivais en Allemagne, donc j'avais aucun papier, j'arrive, bonjour, c'est moi. Et bon, ben, c'était pas évident, mais n'empêche qu'ils ont été complètement... il n'y avait que des hommes. J'ai dit heureusement que je suis arrivée. Hein, et puis finalement, on a réussi à y arriver par la discussion, l'explication. Je suis allée voir du hockey féminin, par exemple, où il y avait des hommes qui me disaient après, oh mais c'est pas du hockey. J'ai dit ouais, parce que tu vois le mot homme, ok, mais pas le mot H de hockey, le sport, parce qu'il y a peut-être plus de finesse chez les femmes et plus de bagarre chez les hommes, mais c'est du sport. Et voilà, en fait, on a trop tendance, c'est comme ça que j'ai appris que autant moi, quand j'allais à l'étranger, je devais effacer, même si c'est pas facile, mon bagage de la France, de ce que j'avais, de mon vécu, pour comprendre mieux l'autre qui était en face de moi et qui avait un autre bagage, qui forcément pouvait aimer des choses que moi me paraissaient ridicules ou bizarres. Et autant il fallait dans l'handicap, enfin je veux dire, l'handicap c'était pareil, eux ils devaient effacer l'handicap, moi je devais effacer mon problème d'handicap, et c'est comme ça que j'ai finalement jonglé. Et maintenant, je vais dire où j'en suis. Actuellement, ben, je viens d'être réélue, mais il n'y avait personne derrière moi, trop, malheureusement, mais présidente du comité régional à côté d'Alsace. J'ai avec moi Julien, qui est là, un très grand ami qui travaille avec le comité régional handisport, avec qui j'ai des liens énormes avec la Franche-Comté. Donc, on passe les frontières. Hein. Mais j'adore les territoires, dans leurs termes vraiment. Et mon but maintenant, c'est de travailler avec le vivier. Je ne veux pas que la compétition, moi qui étais compétiteur, soit en antagonisme avec le loisir, avec l'activité sportive. Je crois que tout est fait dans la vie pour les allers-retours. Je dis toujours, on apporte, on reçoit. Et bien là, c'est pareil, c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que, par exemple, je suis avec des jeunes d'institut, comme ce que fait ici à la Franche-Comté la même chose. On travaille avec ces jeunes-là. Grâce au sport, on leur fait partager des moments géniaux avec des autres dans les écoles dites valides, enfin, voilà. On se rend compte que n'est pas valide forcément celui qui croit. Et quand les jeunes, je vais dans les jeunes, dans les écoles, je vais dans les lycées, souvent difficultés, avec des conventions d'éducation. Et là, toi, tu que quoi? Alors, je dis, ouais, mais moi, je côté Zidane. Alors, ça commence déjà à se calmer. Bah, il faut faire ce qu'on peut. Hein. Il y a l'affiche hein, qu'il faut quand même de temps en temps. Et puis après, je dis, bah, tu sais quoi, on va dans l'eau et on verra bien. Oh, toi, tu sais nager? Bah, on verra bien. Hein. Tu viens dans l'eau et on verra. Mais j'en ai déjà qui m'ont pris au mot et qui sont venus. Je les ai un peu battus. C'était bon. Alors, comme quoi n'est pas handicapé celui qui croit. Ça me vient quand même au terme de dire que l'handicap, c'est ne pas pouvoir. Et quand je dis aux jeunes, si on se met devant un mur, qui c'est qui saura le gravir? Ou qui c'est qui saura descendre en rappel sans avoir le vertige? C'est un handicap. Et ça ne se voit pas. Donc l'handicap, c'est souvent la chose qui ne se voit pas. Donc on est tous plus ou moins handicapés à une situation, mais c'est des choses qui ne se voient pas. Malheureusement, c'est souvent ce qui se voit qui nous arrête. Et quand on voit grand corps malade, je reviens au début, et on met ma photo, c'est ça qui se voit. Mais dans l'ouvrage, mon but, c'était de vous montrer les choses qui ne se voient pas. Donc j'utilise ces choses-là pour
pour montrer qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout malade. Enfin, voilà, je suis juste un peu handicapée de temps en temps. Je joue, hein. Mais autrement, j'ai une vie qui est merveilleuse et que je me dis des fois que plein de jeunes que je vais voir qui sont désœuvrés, qui ne savent pas, et je leur dis, mais si vous aviez la chance de vivre, moi, je ne voudrais pas rechanger de vie. Je n'ai pas envie, parce que tout ce que je fais, je l'aime. Et puis, j'ai 2 enfants. Enfin, je veux dire, j'ai une vie accomplie. Je crois que c'est ça. C'est d'être heureux de ce qu'on fait, de se lever le matin, d'être heureux, d'accomplir ces choses. Et ben ça, c'est pour moi la réussite, si on veut. Hein. C'est pour moi l'excellence, parce qu'on parle de l'excellence, mais pas en notation, plutôt en bien vivre. Hein. C'est d'être heureux et fier de ce qu'on fait. Ça veut dire que chaque jour, il faut se coucher en se disant que je suis un peu plus intelligente que quand je me suis levée, parce que j'ai appris quelque chose. Et alors, j'espère que ça a été votre cas aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Nous avons tous apprécié la qualité, la richesse de vos interventions dans des registres très différents, mais tout à fait complémentaires. Avec madame Costa-Lascou, on a eu un état des lieux précis, argumenté, avec une perspective comparative. Et on a vu aussi que derrière la précarité, la paupérisation ou l'humiliation de ces jeunes, il y a place, heureusement, pour la réhabilitation de l'apprentissage, de l'effort, pour parler comme les philosophes des valeurs universalistes, la quête du bien vivre, de l'excellence. Et avec Béatrice, dans un récit de vie qui est très attachant et très instructif, on a eu aussi une autre perspective sur le handicap. Ce n'est pas qu'un carcan, a-t-elle dit, c'est aussi un message d'espoir à travers un travail sur soi, à travers ce qu'elle a nommé le vouloir entreprendre, l'adaptabilité, la curiosité, l'accomplissement, et cette dialectique entre le don et le contre-don. Donc merci beaucoup pour ces 2 registres tout à fait pleins d'espoir et en même temps très parlants. Donc nous allons maintenant vous donner la parole, si vous le souhaitez, puisque nous avons la chance d'avoir nos 2 intervenantes qui sont prêtes à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, il y a des micros qui vont circuler. Oui, monsieur. J'ai beaucoup apprécié la qualité professionnelle de votre intervention. Bon, je vais peut-être noircir un peu la situation, parce que j'ai 25 ans de prison derrière moi comme enseignant. Plus, j'ai passé par l'hôpital psychiatrique pour apprendre le métier. Je m'occupe aussi des handicapés. Enfin bon, j'ai fait 6 ans de Maroc, j'ai enseigné l'histoire de l'islam et le français langue étrangère. Donc vous voyez que tout ce que vous m'avez dit, là, m'a vraiment une portée considérable. Alors, c'est un peu noir ce que je vais vous dire, parce que j'ai travaillé dans le noir. Vraiment très bon. Je reviens un petit peu sur la difficulté qu'ont en milieu carcéral notamment, mais aussi dans les milieux, je travaille aussi dans les milieux planoises et compagnie. Hein. Le jeune ne peut pas se projeter dans l'avenir. C'est impossible. Donc c'est l'immédiat. Et quand je dis immédiat, ça va être la bêtise tout de suite. Hein. Parce qu'il y a l'éclatement, le plaisir est recherché dans l'éclatement du corps, également dans surprise party, drogue, etc. Donc on va rechercher un plaisir immédiat, jusqu'au suicide, parce que le suicide peut être aussi une porte ouverte à l'échappement. Et ça, alors, ce qui est difficile, c'est bien ce que vous nous dites là, bon d'accord, mais comment déjà éviter les suicides? C'est pas facile. Les valeurs morales, ils en ont pas, mais les adultes n'en ont plus non plus. On est dans un monde où il n'y a plus de valeurs morales. Vous avez cru, vous, à quelque chose. Vous avez cru à vos médailles, vous avez cru à votre étoile. Il n'y a plus d'étoiles pour les jeunes, c'est ça qui est pénible. Il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a plus d'étoiles pour les adultes non plus. Et on vit dans un monde sans étoiles. Enfin, je dis comme ça, voilà, je dis un petit peu ma souffrance aussi, parce que ça m'a fait souffrir tout ça. Et puis, vous avez parlé que les enfants qui devenaient psychotiques. Bon, psychotique, c'est la perte totale de l'identité, le psychotisme. Oui. Bon, moi, je ne pense pas qu'on en arrive jusque-là, à moins que les drogues soient intenses et puis qu'on finisse au suicide. Parce que, comme on dit en Orient, on finit par perdre son âme avec la drogue. Si tant est qu'il y en ait
qui croient qu'il y a encore une âme, mais il paraît qu'elle disparaît avec la drogue. Bon, ça c'est les croyances orientales. Mais moi, je pense que c'est plutôt des névroses profondes. Mais on vit tous dans un monde névrosé. On a du mal à calmer nos névroses, puisqu'on en a partout. Hein, on en a partout. Et puis, la société, en fait. Vous avez dit la société. Alors, voilà un mot qu'il ne faut jamais employer en prison. La société, ça n'existe pas. La société, c'est la justice, c'est l'armée, c'est tout ce qui est contrainte, c'est les impôts. Mais même nous aussi. On est complètement je ne vais pas dire désocialisés, parce que ce n'est pas le mot, mais on est... Donc il y a des recherches parmi les jeunes de quoi? De la tribu. Alors on va se scarifier, on va faire des fêtes, vaudou, on va faire des fêtes, je sais pas, diaboliques. Vous avez vu la recrudescence qu'il y a en ce moment du médiéval, c'est incroyable. Et des tombes et des profanations. Et puis en même temps il y a une recherche de la religion. Alors c'est pas et c'est pour ça par exemple que l'intégrisme dans les prisons il a une profonde... ils vont chercher dans les prisons, pourquoi? Mais il n'y a pas que les intégristes, hein, il n'y a pas que les intégristes musulmans, on parle tout le temps des intégristes musulmans, mais tous les religions vont chercher dans les prisons. Parce que pourquoi? Parce que prison, pénitentiaire, pénitence, vous êtes dans une cellule de moines, cellule, vous avez les regards qui sont complètement arrêtés par les barreaux, donc vous êtes tout d'un coup en souffrance, spirituelle, et n'importe quel pingouin qui passe par là, bah, il vous balance son truc. Voilà. Merci. On va essayer d'être optimiste, hein, parce qu'on fait des choses. Hein. Oui. Bon, je promets être optimiste. Je ne sais pas si tout le monde va me comprendre parce que j'ai un petit accent, donc voilà. Moi, voilà, je suis espagnole. Vous avez parlé tout à l'heure un peu de la réalité de l'émancipation des jeunes en Espagne à 32, mais avec la crise plus, parce que moi j'ai des amis de 40 ans qui sont encore chez ses parents. Moi, heureusement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, je voulais juste dire deux trucs. Par rapport à ce qui a dit le monsieur des étoiles, on n'a plus des étoiles, c'est vrai. Il a plus des étoiles, mais je pense qu'on peut les récupérer, on peut les donner au quotidien à qui on pense qu'il les mérite, parce que je pense que voilà, il y a plein de gens qui font des efforts, il y a plein de gens qui font des choses qui méritent voilà, être reconnus. Donc nos enfants, nos voisins, nos amis, notre mère qui a fait un super gâteau, notre père qui a fait, je sais pas quoi. Voilà, que c'est au quotidien, tout le monde peut donner ses étoiles. Et après, voilà, c'est la responsabilité à tout le monde. Moi, j'aimerais bien dire que c'est la responsabilité à l'État, aux politiciens, etc. Oui, là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais au quotidien, on peut faire plein de choses. Et donc, c'est une responsabilité des citoyens. Donc, en tant qu'éducateur, que citoyen, que parents des familles, qu'étudiants, que travailleurs, tout le monde a des responsabilités. Donc, on va les prendre. Et les valeurs, on les a. Et qu'ils ne l'ont pas, malheureusement, on peut le transmettre, on peut le partager aussi. Et voilà. Et aux jeunes, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup l'habitude de donner à manger, de donner des poissons, et peut-être il faut les apprendre à pêcher. Et ça manque beaucoup, et je crois à ça, et voilà. Et c'était ça. Et merci beaucoup, c'était très, très intéressant, l'intervention. Une autre question? Oui. Bonsoir. Bon, j'écoute avec attention les commentaires qui ont été faits et je suis extrêmement étonné par ce que j'ai entendu ce soir. Je ne sais pas de quel jeune on parle, alors je pense que c'est une frange de jeunes, mais il y a des problèmes. On est en période de crise, ce n'est pas facile, d'accord, mais c'est quand même aux enseignants et aux parents d'impulser des valeurs, d'impulser des choses qui poussent vers l'avant. Et j'ai vraiment du mal de comprendre pourquoi le ton donné ce soir est si noir, sans espoir, alors que justement, on a une sportive qui montre bien que la volonté doit être là. Et je
enfin, je veux dire, derrière votre intervention, Madame Costa-Lascou, j'aurais, enfin, et après la vôtre, il me semble qu'il faudrait pouvoir parler de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant, puisque ici on a l'université, il y a des enseignants, et il me semble aussi qu'on peut parler d'autres jeunes. Il n'y a pas seulement des étudiants et des chômeurs, ou des drogués et des étudiants, il y a tout un autre monde dont on ne parle pas, dont on ne parle jamais en plus. Enfin, je ne comprends pas du tout le ton noir donné, c'est-à-dire que s'il y a un ton noir pour démarrer, d'accord, il faut qu'il débouche sur autre chose, parce que je pense que la vie, c'est bien autre chose, que les jeunes sont porteurs de plein de choses, font plein de choses, et pas seulement, je pense, au niveau des classes sociales plus aisées, mais que ça concerne quand même, heureusement, toutes les franges de population, y compris les populations immigrées des banlieues. Oui, vous pouvez témoigner. Oui, juste quelques remarques sur un tableau qui est noir et pas tant noir. Voilà. Donc effectivement, moi j'ai exercé très longtemps en Île-de-France, essentiellement à Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-la-Garenne, mais vous, ça vous dit rien. Je trouve qu'ici, depuis que je suis arrivée, ça fait 3 ans, il y a une très grande différence. Et c'est pour ça que c'est pas si noir. Il y a une très grande différence d'abord parce que, par exemple, là je dirige un lycée où des élèves différents se côtoient, ce qui n'était pas le cas. Et que cette différence qui est acceptée ici quand même par la plupart des parents ne l'est plus en région parisienne. Elle est de moins en moins. Il y a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Et il y a aussi des ghettos de riches. Du coup, le tableau que je vis, je parlerai effectivement il y a des jeunes de toutes sortes, quoi. Voilà. Et là, je le redécouvre. Je l'avais oublié, ça. Et je le redécouvre ici. Et quand je dis de toutes sortes, ce n'est pas seulement des questions de classe sociale, c'est effectivement les filles et les garçons mélangés. Mais des gamins qui ont toujours vécu à Val-d'Aon ou à Vercelles, et des gamins qui habitent Planoise. Des gamins qui sont internes et des gamins qui sont externes. Enfin, voilà, c'est des catégories beaucoup plus variées que les catégories socio-professionnelles. Et ce qui me paraît, moi, être porteur d'espoir, c'est quand on peut encore faire se rencontrer des jeunes gens et des jeunes filles extrêmement différentes. On ne le peut pas partout. Ça peut expliquer le noir ressenti dans certains endroits. Donc ça, c'est la première chose. Je dois dire d'ailleurs que la principale différence, ce que je ne ressens pas ici face à la population des élèves, des lycéens, c'est le sexisme. Beaucoup moins. Je dirais quasiment pas. Et mon premier souvenir, quand je suis arrivée, là, je me suis baladée dans les couloirs du lycée en arrivant à Besançon, c'est d'avoir vu des garçons et des filles s'embrasser. Ça faisait à peu près 10 ans que je ne l'avais pas vu. Et je me suis fait voler dans les plumes, parce que pour moi, c'était rassurant. Et j'ai dit au CPE, bon, c'est peut-être pas la peine de les faire suer, franchement, c'est de leur âge, quoi. Hein. Et moi, je trouvais ça super, quoi. J'étais la seule à le trouver super, quand même. Hein. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Voilà. Donc, je le dis aussi parce que c'est quelque chose que j'avais oublié, que je ne voyais plus. Et que peut-être parmi vous, il y a des gens qui pensent que partout en France, une fille et un garçon à 17 ans, ça peut s'embrasser. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où c'est pas possible. Et ces jeunes noirs au sens de pas d'espoir, hein, vous en avez parlé, vous aussi, et ils existent quand même. Et on a tendance à en parler beaucoup parce qu'on le veuille ou non, ils sont le problème. Et c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant. Dernier point, certes, l'école va accentuer un certain nombre de choses. Vous l'avez très bien dit. En même temps, la société a l'école qu'elle mérite. Et interrogez-vous tous, parents, anciens élèves, anciens étudiants, par rapport à la note. Souvenez-vous de vos enfants et de vous.
qui compariez les professeurs au nombre de notes par trimestre. Et attention, on continue à le faire. Mais même moi, évidemment que je vais vérifier qu'un prof ne fait pas une moyenne sur une note. Et pourtant, il a peut-être raison. Mais personne n'est prêt à accepter ça. La première question que me posent les parents, c'est le nombre de notes sur une moyenne. Il n'y en a jamais d'autres. Et c'est tous les parents, y compris les parents et surtout les parents enseignants. Je le précise quand même. Ensuite, nous avons fait une expérimentation d'une seconde sans note. Il ne faut pas croire non plus que ça, comment vous dire, que ça résout les problèmes. C'est pas vrai. Il n'y a plus la note, mais la peur de l'échec, elle est toujours là. Et l'incapacité à faire exactement pourtant ce que vous avez fait, Madame S, qui est de se donner des paliers, des objectifs, des challenges progressifs dans le temps, dans la durée. C'est pas parce qu'on enlève les notes que tout d'un coup les gamins ils savent le faire, quoi. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. C'est à la fois noir et pas. Et je pense que nos perceptions différentes viennent aussi des lieux. J'y croyais pas et finalement oui, il y a de sacrés écarts. Un peu du temps aussi. Voilà. Juste dernière question de cette première salve, pour qu'ensuite nos deux intervenants puissent répondre. Moins une question peut-être que trois remarques. Alors, bon, et ni noir ni blanc, parce qu'en l'occurrence, c'est pas tellement le problème, je crois. La première chose, c'est que le malheur dans les sociétés modernes a été très bien décrit depuis fort longtemps, et je pense notamment à un texte de Tocqueville qui s'intitule « Pourquoi les Américains sont si malheureux alors qu'ils au milieu de leur bien-être », vous vous souvenez, hein. Et dans ce texte, Tocqueville, en 1840, disait déjà que probablement la passion du bien-être est à la source du malheur de l'homme moderne. Parce que cette passion du bien-être est à la fois un attrait facile et en même temps un piège. Parce que cette passion du bien-être, évidemment, n'est jamais satisfaite. Et par conséquent, l'homme moderne ne peut qu'être mélancolique. Et vous vous souvenez qu'à la fin de ce chapitre, Tocqueville dit « D'ailleurs, le suicide va monter ». Et il anticipe en 1840 les textes que fera Durkheim, le texte fera Durkheim à la fin du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Deuxième remarque, sur cette anthropologie des modernes, il me semble qu'il y a quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup, mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle également. Ce sont les travaux d'Alain Ehrenberg sur le malaise, et notamment sur le fait que nous sommes les plus grands consommateurs de psychotropes en Europe. Hein. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant au monde, et Ehrenberg dit quelque chose qui, je crois, est très intéressant et que peut-être, et ce serait une question que j'aurais à vous poser, Ehrenberg dit, au fond, la société qui est la nôtre aujourd'hui n'est plus une société de la névrose, c'est-à-dire du conflit entre le ça, le moi, le surmoi, les textes de Freud, etc. Mais la société contemporaine est la société de la dépression, c'est-à-dire de la fatigue d'être soi. La question, c'est le soi et de la fatigue que nous éprouvons à être soi-même ou à être nous-mêmes, parce que la liberté est un fardeau. Et je terminerai cette remarque par ce propos de Marcel Gauchet. Marcel Gauchet dit lui aussi la même chose, en mettant l'accent sur le fait que c'est probablement la rançon de sociétés sécularisées que d'être des sociétés de la dépression. Alors là, je ne serais pas d'accord. Mais... Non, d'abord. Allez, Oui, alors je vais répondre un peu à ma façon par rapport à ce que j'ai vécu et ce qui a été dit. Donc sur les prisons, par exemple, je vais dans les prisons ou dans les quartiers les plus difficiles, et c'est là où j'ai le plus de chances de réussite. Parce que, en fait, j'ai cette notion de rêve. En fait, je pense que moins on a, plus on a de champs, tout ce qu'on veut, moins on a de rêves. Parce que, on a l'habitude d'avoir toutes ces affaires. Et moi, je dis souvent aux jeunes, posez-vous la question le matin quand vous vous levez. J'ai la chance de me lever. Et pas de vous dire, je suis fatiguée parce que hier, j'ai fait la bringue. C'est vrai. Et ça, c'est déjà cette notion, les gens n'ont pas l'habitude de voir quelque chose qui leur manque parce qu'ils ont l'habitude d'avoir tout. Et dès qu'on n'a pas tout,
on se rend plus compte de ce qui manque, c'est vrai, mais surtout de ce que l'autre n'a pas, en faisant une comparaison. Hein, en se disant, ben, moi, j'ai pas ça, lui, il n'a pas ça, je dois m'estimer heureux, peut-être. Et donc, souvent, on se compare à quelque chose de pire que soi, toujours, pour positiver. Hein. Donc, c'est pour ça que quand je vais dans les prisons, enfin, moi, je sais que des cadeaux que j'ai eus des prisonniers, quand j'y vais, à chaque fois, j'ai des cadeaux et tout ça, et ils sont très sympas. Ça se passe bien. Alors, moi, je pense aussi que ce qui manque actuellement, et c'est pour ça que je dis que j'aime bien éduquer, ce qui manque, c'est la différence, enfin, l'éducation par la différence. Quand je vais dans les écoles, je fais toujours un thème, c'est je dis le sport par la différence, enfin l'éducation du sport par la différence. Et en fait, je commence toujours par expliquer que finalement, ils ont l'habitude d'avoir leurs deux bras, leurs deux jambes, de courir, voilà, tout ça. Et donc, en les rendant handicapés, donc en les mettant en situation de handicap, tout simplement, mais d'handicap de tout. Hein. Après, j'explique qu'on peut être en une situation de handicap aussi visuel, physique, visuel, mais aussi mental, en leur montrant par exemple une salle de sport avec plein de traits et disant, ben voilà, pour une personne qui a une déficience, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait plus, il est perdu, ou bien arriver dans une gare avec plein de noms, si on ne sait pas lire, être simplement, on ne sait pas lire, par exemple, l'illettrisme, c'est un énorme handicap. Donc voilà, donc c'est déjà des choses à expliquer. Et à ce moment-là, je dis que ce qu'il faut, c'est que l'éducation par la différence. Donc, je dis que tous les élèves qui ont eu la chance d'avoir dans leur cursus scolaire, donc depuis la maternelle jusqu'à l'université, la chance d'avoir au moins une fois une personne différente, donc quelque différence que ce soit, parce que moi, la différence, elle est très vaste, hein, eh bien, ce sera quelqu'un qui sera riche. Et c'est quelqu'un qui, quand il sera adulte, ne sera pas bête. Parce que la bêtise, c'est justement le questionnement face à cette différence. Quand on voit les gens mal réagir sur des supposés ouais, vous avez des places pour handicapés tout devant le magasin parce que vous avez moins besoin de marcher, hein, ou ouais, moi je prends le train tous les jours, hein, pour aller travailler, et quand les gens prennent l'ascenseur devant moi, on me dit on est en pays de droit, vous avez voulu votre place, vous attendrez votre ascenseur. Moi, j'ai dit oui, mais je n'ai pas le choix, moi. Je ne prends pas les escaliers. Mais c'est quand même une chose qu'on vit tout le temps. Et je me dis que ces gens réagissent comme ça parce qu'ils n'ont pas eu la chance dans leur vie éducative d'avoir la différence. Justement, mais pas forcément une personne handicapée, mais ça peut être n'importe quelle différence. Quelque chose avec qui on peut dire je peux rendre service parce que moi j'ai ça et elle ne l'a pas. Et donc, c'est ça pour moi la différence. C'est quand on peut s'entraider l'un et l'autre. Quand tout le monde s'estime à égalité, il y a plus, c'est plus la même chose. Et donc, cette éducation, moi je dis que c'est très important, justement. Après, c'est vrai que le sport, mais peut-être aussi la culture, elle a des règles qui ne sont pas contestées dans n'importe quel milieu et dans n'importe quelle époque. Hein, c'est vrai qu'on peut contester les règles de la société, de ceci, de cela, sur la police, sur ceci, cela, mais quand on va au foot, ben, le trait blanc qui délimite le terrain, ben, c'est quand même toujours le trait blanc. Hein. Et donc, ces règles ont toujours existé et peuvent être justement aussi un moyen, hein, pour les jeunes d'avoir des repères. Hein. C'est aussi important. C'est pour ça que je dis que le sport, comment je parle, c'est toujours par le sport. Ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, je crois que quand on a la notion de tout avoir, on n'a plus non plus ces fameux rêves de jeunes, parce que peut-être qu'on ne les a pas mis devant, mais d'une difficulté, et qu'ils vont... En fait, moi je dis souvent, on est français parce qu'on attend d'être dans le mur pour se rendre compte qu'il y a le mur. Mais souvent, c'est vrai que je dis ça parce que quand je travaille à l'international, des fois on a des visions un peu plus larges. Hein, et nous, on l'est un peu moins. Mais ça commence à venir, un peu tardivement, mais ça commence à venir. Mais je pense que justement, le jeune peut, ben, on a une époque où ils ont tout eu tout de suite, facilement, hein, parce que c'était là, la société de consommation était là, mais ce n'est pas non plus leur faute, c'est comme ça. Et puis d'autres n'ont pas eu, et puis ça a deux milieux totalement différents, et puis à un moment donné, ils se croisent. Hein, et puis ben, la comparaison est là. Et moi, je pense à ce croisement, où l'un aide l'autre.
Béatrice, je crois que vous vouliez aussi parler, parce que vous l'avez dit dans l'oreille, aussi sur la question des compétences par rapport aux notations. Oui, c'est vrai que je disais avant le sport que c'était les règles, mais effectivement que le sport, on est noté sur ses compétences. Et malheureusement, ce que je trouve, on est toujours, c'est la faute qui passe en avant quand vous arrivez à l'école, mais c'est comme ça. Moi, je l'ai connu comme ça et aussi, mais on vous compte le nombre de fautes que vous avez fait dans votre dictée. Mais on ne vous dit pas que vous avez fait bien. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des méthodes d'écoles, comme moi je me rappelle, il y avait des écoles où les enfants apprenaient par rapport à la vie, par rapport à ce qui existait, et par rapport à des notions de compétences. Et l'avantage, aussi le sport où on voit, c'est qu'on n'a pas tous les compétences au même âge, alors qu'on veut, malheureusement, on est tellement, on a tellement de règles qui disent qu'à tel âge, vous devez savoir faire ceci, à tel âge, vous devez faire cela. Dans le sport, on se rend compte que 2 enfants de 14 ans n'ont pas forcément les mêmes possibilités. L'un aura plus de temps, mais va y arriver après. Et ça, en fait, on a moins la possibilité de le voir dans l'école parce qu'on est obligé d'avoir une évaluation qui fait que vous devez savoir faire telle chose et telle compétence à tel âge. Et je pense que c'est peut-être aussi très handicapant pour les jeunes. Alors, c'est pas pour rien que le pays qui a inventé la démocratie est le pays qui a inventé les Jeux Olympiques. La démocratie est née à Athènes, et là où le corps retrouvait sa liberté, et où on jugeait pas seulement le fait de l'arrivée, mais la beauté du corps, la beauté du geste, l'élégance. C'est-à-dire que ça rejoint tout à fait ce que vous dites, Béatrice, l'idée que on donne de la valeur au travail sur soi, au travail avec les autres, à ce que l'on fait progresser, à une esthétique de la vie. Et alors là, on en est loin dans certains de nos établissements scolaires. Alors je suis ravie que vous soyez maintenant en Franche-Comté, parce qu'on a suffisamment peiné en Île-de-France, mais moi je continue à travailler en Île-de-France. Je dois dire qu'il n'y a pas que l'Île-de-France, il y a le nord de la France. Je vais aussi, je travaille en Lorraine, en Rhône-Alpes. Les phrases que j'ai dites tout à l'heure n'étaient pas des phrases qui venaient de l'Île-de-France. À Marseille, bon, quand on regarde le rapport officiel, le rapport officiel du Conseil interministériel et les études comparatives, il faut que l'on soit lucide sur ce qui se passe en France. Ce n'est pas du tout pour sombrer dans une noirceur, mais il faut être lucide sur ce qui se passe en France et pour faire des choses, ce que je fais, ce que nous faisons, et que c'est parfois difficile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème, Béatrice l'a dit très bien, l'éducation à la différence, par la différence, avec la différence. Mais maintenant, nous sommes dans des établissements scolaires, dans le nord de la France, en Île-de-France, en région Rhône-Alpes, complètement clivés. Quand j'arrive dans un établissement scolaire et qu'on dit « Ah ben vous savez, cette année, tiens, Joliot-Curie à Nanterre, 84% des élèves sont exactement de la même origine. » Le métier du bâtiment, le lycée des métiers du bâtiment à Paris, qui est extrêmement performant, qui a des ateliers remarquables, etc. Là, c'est 86% des élèves qui sont tous originaires de l'Afrique subsahélienne, à Paris. Alors, le problème, c'est vrai qu'on parle moins des personnes qui ont moins de problèmes en apparence. Le suicide, ce n'est pas seulement dans les banlieues. C'est même pas là qu'il y en a le plus. Le binge drinking, les sorties qui se terminent par le viol collectif d'une fille, ce n'est pas seulement dans les banlieues. Les résultats des enquêtes PISA et autres en disant les élèves français n'ont pas le sens de l'initiative, ne savent pas parler en public, n'ont pas le sens du débat argumenté, et ce sont les champions des incivilités, ça c'est des
études sur plusieurs pays, et ce que vous disiez, quand on va quand même, quand on va beaucoup dans des pays étrangers, on s'aperçoit que là, il serait temps qu'on se réveille un peu, et malheureusement, on est en période de crise. Et ça, on ne sait pas ce vers quoi on va. Et alors, plus on est lucide, plus on est optimiste de la volonté, plus on fait de choses. Et alors, même dans les coins les plus difficiles, on en a fait des choses, mais je continue. Et on continue comment? Ça, c'est une chose qui va montrer qu'on rejoint justement tout à fait le sport et ce qu'a dit Béatrice. On travaille avec les enseignants, on travaille avec les élèves sur le plan intellectuel, etc. Mais ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est lorsque les jeunes sont remis en situation de création. On fait du théâtre avec eux, on fait du sport avec eux, on fait des ateliers vidéo, on fait des ateliers d'écriture avec des écrivains. Et on fait comme ça, et en échangeant et en mettant 24 lycées de la région parisienne, par exemple, ensemble, et ils vont donner un spectacle ensemble, ils vont participer ensemble à des activités de création. Et les compétitions, c'est l'occasion de se retrouver, de se rencontrer, de se confronter aux autres. C'est-à-dire comment rétablir de l'échange, du partage, de la mixité, c'est ce que nous faisons. Donc on n'est pas du tout pessimiste. Au contraire, plus on est lucide, plus on trouve des solutions très positives. L'ennui, c'est que la société française actuellement veut s'aveugler. Elle ne veut pas voir parce que c'est préoccupant. Et l'aveuglement va nous conduire où? Je ne sais pas, mais ce que l'on sait, c'est que ce sont les jeunes qui vont être les premières victimes de la crise, ça y est, ils le sont déjà, les premières victimes de notre espèce de catastrophisme ambiant, premières victimes du manque du courage, d'une société d'adultes qui ne prend pas justement et qui ne leur donne pas la parole, qui ne leur donne pas la possibilité de faire des choses, mais les moyens, on en a plein. L'ennui, c'est que vraiment ça devient maintenant transversal à plusieurs milieux. Et je me souviendrai d'une réunion avec des parents dont les enfants s'étaient drogués. Et quand je voyais les parents, je me disais, mais moi j'aurais 16 ans, je me demande si je ne me serais pas droguée quand je voyais les parents. Et ils étaient pleins de bonne volonté, mais pleins de bonne volonté, pas idiots, ils avaient des métiers, ils faisaient plein de choses. Simplement, il y a quelque chose qui s'est passé dans la relation au corps, la relation au temps, la relation à la consommation, la relation à l'effort, au travail, etc., qui a changé. Alors, il y a des choses, vous avez, c'est amusant parce que le bouquin Une société de malaise, je l'ai dans ma valise à l'hôtel ici à Besançon, parce qu'il y a plein de choses formidables dessus et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse qui est faite depuis un certain temps. Mais par exemple, pourquoi en France, on ne discute pas d'un des grands sujets, et qui va rejoindre ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure, que l'on discute dans d'autres pays étrangers, la question de la reconnaissance. Il y a une vraie faille aujourd'hui dans la reconnaissance. Quand les jeunes disent qu'ils se sentent humiliés, c'est le mot qui revient le plus souvent. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas reconnus. Et qu'on n'est pas simplement dans des inégalités sociales. On est dans l'atteinte à la dignité de la personne. Pourquoi ont-ils le sentiment qu'on porte atteinte à leur dignité? Qu'est-ce qui se passe? Quel est notre regard? Quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui est proposé? Quelle place ont-ils? Quelle parole ont-ils? Alors justement, on crée. On fait plein de choses où les jeunes ont la parole. Et là, notamment des jeunes qui au départ semblaient être complètement bloqués, clivés, et en effet, dans une relation à la réalité, justement, clivée. Je ne veux pas utiliser les termes trop de la psy, mais c'est ça. On se dit, il ne va rien sortir. Qui cachent leur corps, sont toujours en train de... Ou alors qu'ils l'exhibent avec plein de scarifications, tatouages, piercings, machin. Vous savez, les piercings sur le sexe, par exemple, il faut vouloir. Hein. Bon. Les piercings à l'intérieur de la bouche, ça n'est pas rien, etc. Et on se dit, ils ne vont pas en sortir.
Et justement, en partant de leur potentiel, de leurs compétences, en disant, mais si on y va, on peut faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Vas-y, c'est pas à moi de dire ce que tu peux faire, mais montre-le. Montrer. Et ça, le sport aide à montrer. Le théâtre aide à montrer. La création artistique aide à montrer. Et bien là, on se dit, oh là là, c'est extraordinaire cette qualité d'expression, cette invention, ce qui se passe. Si la Maison des écrivains à Paris continue à travailler avec des jeunes qui ont l'air complètement perdus, c'est qu'ils y trouvent aussi autre chose de plus intéressant que ce qui se passe dans le triangle d'or, Luxembourg, Assemblée nationale, Saint-Germain-des-Prés. Et donc, c'est vraiment, là, il y a beaucoup de choses se passent. Alors, dans les inégalités, il y a les inégalités de territoire. Bon, et je suis parisienne d'origine et j'ai choisi de vivre en région. Et c'est vrai qu'on découvre des choses qu'on ne connaît plus dans la région parisienne ou dans la région du nord de la France. J'adore travailler en Lorraine, par exemple. Et pourtant, quelle région sinistrée. Donc, c'est vrai qu'on est côte à côte. On est avec... Il y a des Lorrains dans la salle? Oui. Alors, un grand coup de chapeau à la Lorraine. Bon, on est dans une espèce de juxtaposition de situations, si bien qu'on peut avoir l'impression par moments que c'est sombre, mais d'autres moments, au contraire, que c'est très lumineux. Il y a des choses qui vont se faire. Je vais vous faire un aveu. Je crois, je suis persuadée, simplement, je ne sais pas si ça va être avec un passage violent, mais je suis persuadée que nous sommes déjà à la fin d'un certain type de société et qu'on va vers autre chose. Vraiment vers autre chose. Et que ce n'est pas les personnes de mon âge qui peuvent le dire, ce que ça va être, mais on sent qu'on est dans un basculement là, qui est en train de se produire. Vers quoi? On verra. Mais bien sûr, ça peut aussi être un peu violent par moments, parce que très inégalitaire. Et là, alors vous le dites, dans le sport, il y a des solidarités internationales. On est en train de se replier là sur l'Hexagone. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a vraiment plein de choses à réinventer, à revoir, à changer de regard. Et malgré mon âge, ben, je suis très optimiste. Simplement aussi, il y a une réflexion sur la liberté. Je ne le redis pas, Béatrice l'a dit très bien. Mais une réflexion sur l'égalité. Et là, le sport nous aide beaucoup. L'égalité, ce n'est pas que tout le monde court à la même vitesse. C'est l'égalité, ce n'est pas la ressemblance. C'est le fait que chacun puisse arriver à faire quelque chose. Mais qu'on est égal par rapport à des droits fondamentaux, par rapport à des chances qu'on nous donne, des occasions qu'on nous offre. Mais je pense que c'est très important, et ce qui veut dire que, comment dire, on reconnaît d'autant plus l'excellence, on reconnaît d'autant mieux des compétences exceptionnelles à partir d'un courage personnel ou de capacités ou d'une façon de s'entraîner en équipe, ou etc. Il faut le reconnaître. L'égalité, ce n'est pas une espèce d'uniformisation stupide où les gens se ressembleraient. Et revenons à la Grèce. Les philosophes grecs faisaient déjà la différence entre la ressemblance et l'égalité, l'isomorphisme et l'isonomie, l'égalité par rapport à une norme commune, à des valeurs partagées. Et c'est pour ça que c'est tellement complémentaire. Mais non, nous ne sommes pas pessimistes. Bien, dans mon oreillette, les organisateurs me rappellent que la maîtrise du temps est une règle d'or, surtout à Besançon, capitale de l'horlogerie. Merci encore à Jacqueline et à Béatrice pour leur rapport, pour leurs enseignements, leurs diagnostics, leurs témoignages, mais aussi leurs messages d'espoir. On ne pouvait, je crois, Monsieur le Président Robert, mieux rêver pour ces premières rencontres CESE U-Sport C3S. Et je vous invite maintenant à poursuivre la discussion autour d'un buffet à l'invitation du CESE. Merci à vous pour ces bienveillantes attentions.